la Défense ont convoqué une conférence de presse. Ils ont dit que les médias étaient en train de manipuler l'opinion publique et proférer des allégations non fondées contre le gouvernement de M. Gbagbo. Le 8 mars 2011, le Conseil des ministres ou le cabinet des ministres, le cabinet ministériel a à nouveau nié toute responsabilité et a indiqué que les accusations proférées contre les FDS étaient une pure invention. Qu'a fait ou dit le commandant en chef de l'armée, à savoir M. Laurent Gbagbo, face à une telle violence? Rien. Le 23 mars 2011, M. Blé Goudé, membre de l'entourage immédiat co-accusé en l'espèce, a relayé le message qui était que les FDS ne pouvaient absolument pas être responsables du décès de ces femmes le 3 mars 2011 parce qu'à ce moment-là, Abobo était entre les mains des rebelles. Mesdames, Messieurs les juges, l'accusation va faire valoir que ces dénis, ces dénégations, en regard d'éléments de preuve si incontestables, démontrent qu'un groupe de personnes agissant de concert a étouffé un crime commis dans l'exécution du plan commun, car cela est la preuve, même s'il en fut, de l'existence du plan commun. C'est la preuve que M. Laurent Gbagbo et les membres de son entourage immédiat avaient l'intention de rester au pouvoir coûte que coûte, par tous les moyens. Alors j'aimerais maintenant, Madame, Messieurs les juges, vous parler du 10 mars, car ce jour-là, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, après avoir mené des consultations, donc le groupe qui avait annoncé à la fin du mois de janvier, le 28, qu'ils allaient se réunir, ils se sont réunis, consultés, et ils finissent par se réunir à Addis Abeba en Éthiopie pour analyser la situation en Côte d'Ivoire. La réunion a avalisé les recommandations du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine, et le groupe de mise en œuvre avait déclaré que M. Alassane Ouattara était le président élu de la Côte d'Ivoire et avait demandé au président de la Commission de l'Union africaine de nommer un haut représentant pour la mise en œuvre d'une solution politique globale avalisée par le Conseil. Donc il était absolument évident que sans le soutien de l'Union africaine, la présidence de M. Gbagbo était vouée à l'échec. À partir de ce moment-là, M. Gbagbo et les membres de son entourage immédiat, y compris M. Blé Goudé, savaient pertinemment qu'une solution politique n'était plus possible, qu'aucune solution pacifique n'était possible. Et les événements et actes qui ont suivi ce jour, et que je vais maintenant vous décrire, démontrent ceci. Car ce même jour, le CNRD de Mme Gbagbo se réunit. Il y a des notes qui ont été prises par Mme Gbagbo dans son journal de bord ce jour-là, et je cite: prendre à se battre, mobiliser sous les armes, trouver des armes pour les jeunes. La guerre a déjà commencé. Aider les jeunes à s'armer, s'équiper, éviter les positions défensives. These words find their echo. Ces propos trouvent leur écho dans les événements qui se sont déroulés après. Le 12 mars 2011, le porte-parole du gouvernement rend visite à Mme Simone Gbagbo à la résidence présidentielle. Ce soir-là, le président du FPI, Afi N'Guessan, et le Premier ministre Ake N'Guebo, avec le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur et les ministres de la Défense, ont également eu une réunion avec Mme Gbagbo. Vous entendrez des éléments de preuve qui indiquent qu'à cette époque-là, et malheureusement nous ne pouvons pas vous donner de date exacte, mais pendant cette période, à ce moment-là,
À ce moment-là, disais-je, il y a des éléments de preuve documentaires qui l'indiquent, M. Gbagbo a envisagé de démissionner. Mais comme les événements le démontrent, il s'est agrippé au pouvoir en utilisant tous les moyens à sa disposition, parce que cela n'était pas terminé. Le 13 mars 2011, le ministre de la Défense a une réunion avec Mme Gbagbo à la résidence présidentielle, réunion qui dure quelques 4h30. Et il revient le 14 mars 2011, cette fois-ci pour rencontrer M. Laurent Gbagbo. Le 14 mars, la RTI montre comment M. Blégoudet félicite les jeunes pour le travail effectué au niveau des barrages routiers et les encourage à continuer le combat. Il les informe, et je cite, il leur dit « Un appel historique va bientôt être annoncé ». Cette soirée, le 14 mars 2011, M. Laurent Gbagbo rencontre 8 de ces généraux des FDS. Il y a également des ministres, y compris M. Blégoudet, qui rendent visite à la résidence. La présence des généraux consistait à réaffirmer leur loyauté à l'intention de M. Gbagbo et à faire taire les rumeurs de défection au sein des rangs du haut commandement. Et nous avons des vidéos, nous avons les différents bulletins de la RTI de cette période. Alors, pour être très précis, il nous en manque 10. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du 4e événement, à savoir le bombardement d'Abobo. Et je pense que je pourrais vous en parler pendant ces 10 minutes qui nous restent. Le 17 mars, les FDS, qui se trouvaient basés au camp commando, ont lancé plusieurs obus de mortier sur une zone extrêmement densément peuplée au cœur d'Abobo, et ils ont frappé au moins 3 quartiers. Le quartier d'Eriaraï, le marché de Siakakone et le quartier Abobo SOS. Au moins, dis-je, au moins, et peut-être plus, mais au moins 30 personnes sont mortes et plus de 60 personnes ont été blessées. Il y a un obus qui a atterri dans le quartier d'Eriaraï et qui a tué une femme qui se trouvait dans la rue et qui est en train de rentrer chez elle en provenance du marché. Il y a 2 autres obus qui ont atterri dans le marché très animé et fréquenté de Siakakone, juste en face du bureau du maire. Il y a un obus qui a atterri sur le trottoir près de la route principale et qui n'a pas fait de victime. Il y a un autre qui a atterri près d'un petit passage dans le marché et qui a instantanément tué plus d'une douzaine de civils. De nombreux autres civils ont été blessés ou mutilés par l'explosion. Nous allons maintenant vous présenter des extraits vidéo de cet événement et je vous mets en garde une fois de plus parce que c'est particulièrement choquant à voir. Dans les environs du marché, d'autres obus ont été tirés sur au moins 4 lieux dans le quartier Abobo SOS. Il y a un obus qui a détruit une maison où ne se trouvait personne à ce moment-là. Donc très heureusement, il n'y a pas eu de victimes.
Un autre obus a atterri juste en face d'une mosquée en construction et a blessé plusieurs civils qui essayaient de se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Pendant le procès, vous entendrez les survivants parler. À quelques mètres de cela, dans une rue avoisinante, un autre obus a frappé une cour commune. Donc, il y avait des maisons avec une cour commune. L'explosion a tué un homme. Mesdames, Messieurs les juges, vous entendrez la déposition d'une femme âgée qui a été blessée par la même explosion. Les impacts d'éclats d'obus sont encore visibles de nos jours sur les murs de sa maison. Il y a un autre obus qui a atterri dans une rue perpendiculaire. Il y avait une jeune mère et son petit garçon de 5 ans qui marchaient dans cette rue lorsque l'obus a atterri juste devant eux. Son corps a été criblé d'éclats d'obus, mais elle a survécu. Elle témoignera et expliquera comment elle a vu son fils de 5 ans mourir devant elle. Et je vais maintenant vous montrer une photo de cet enfant. Et une fois de plus, je vous mets en garde. I will continue. Je poursuis. J'aimerais vous demander, Monsieur le Président, de faire une pause maintenant, d'avoir notre pause parce que nous avons un petit problème technique. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, voilà ce que je vous propose. Nous faisons la pause maintenant et vous nous direz à quelle heure nous allons revenir, Monsieur le Président. Le Président. Oui, oui, nous allons faire la pause maintenant et nous reviendrons à 11h30. Je pense que ce sera la dernière partie, Monsieur McDonald. Probablement la dernière partie. Monsieur McDonald, oui, je pense que j'ai encore 30 minutes d'intervention, maximum une demi-heure. Le juge président, je vous remercie. Donc nous allons lever l'audience jusqu'à 11h30.